Est-ce que vous saviez que chaque année, nous avons entre 20 et 30 personnes qui décèdent dans le métro parisien? Ce qui représente quand même plusieurs milliers de morts depuis que les premières lignes sont entrées en service en 1905. Ce sont généralement des suicides ou des accidents. Par contre, les homicides sont beaucoup plus rares. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui a eu lieu en 1937. Et elle est considérée comme le premier homicide qui a eu lieu dans le métro parisien. Et j'ai décidé d'y m'y intéresser car on le présente souvent comme un crime parfait. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que le meurtrier n'a laissé aucune trace, aucun indice de qui il pourrait être, aucun témoin. Toutes les pistes ouvertes par les enquêteurs se sont à chaque fois refermées. Et nous avons beaucoup d'interrogations sur le meurtre en lui-même, et même encore aujourd'hui. Malgré le fait que cette affaire n'ait pas de résolution, il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus, notamment parce que la victime était une personne, on va dire, un peu spéciale, et que certains éléments de l'enquête ont été, à mon sens, un petit peu bâclés, et qu'il y a eu de nouveaux éléments intéressants plusieurs dizaines d'années après les faits. La victime s'appelle Laetitia Touro. Elle est née le 11 septembre 1907 en Italie. On ne connaît pas grand-chose sur son enfance. On sait qu'elle était la fille d'un fermier italien et qu'elle avait 3 frères et sœurs. On sait également que pendant sa jeunesse, sa famille a émigré à Paris. En 1930, elle a épousé Jules Touro, c'était un potier, qui est mort 5 ans plus tard de tuberculose. Ce mariage a été court, mais a permis à Laetitia d'obtenir la nationalité française. On va avancer un peu plus loin dans son histoire. Nous sommes le dimanche 16 mai 1937. Il est 18h28. Le métro de la ligne 8 s'arrête à la station Porte Dorée. 6 personnes entrent dans le wagon de première classe du train 382. À l'intérieur, personne d'autre qu'une belle jeune femme, rousse, vêtue d'une robe verte, qui semble assoupie sur son siège, la tête baissée sous son chapeau blanc. Le métro repart en direction de la station suivante. Mais à la première secousse, la jeune femme tombe à terre dans une mare de sang, sous les yeux des 6 passagers. Un couteau l'aiguillole est profondément enfoncé dans son cou. L'un des passagers, un médecin militaire, tente d'aider la jeune femme, qui n'est autre que Laetitia Touro, et qui était encore en vie à ce moment-là. Malheureusement, elle meurt quelques minutes plus tard. Nous sommes donc le dimanche 16 mai 1937, date de la mort de Laetitia Touro, âgée de 29 ans. Je vais vous lire un extrait du rapport d'autopsie. La victime avait la tête tournée à gauche, le cou a été porté avec tant de violence que la lame a atteint la moelle épinière. La netteté de la plaie prouve qu'il n'y a pas eu de lutte. Maintenant, on va revenir en arrière dans le temps et je vais vous expliquer un peu la chronologie des événements et vous allez comprendre que le meurtre a eu lieu en un temps record. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vais vous afficher un petit schéma afin de mieux comprendre la chronologie. Mais pour ceux qui ont juste l'audio, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer, je vais faire l'audio description. C'est un schéma que j'ai repris d'ailleurs d'un journal de l'époque. Donc ça, ce schéma, je l'ai pris dans un journal, je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc, Laetitia Touro, elle est arrivée en bus à 18h23, près de la porte de Charenton. Elle a marché pour arriver justement à la porte du métro à 18h25. Donc elle est rentrée à 18h25 dans le métro. Elle a attendu sur le quai pendant 1 minute 30. Il y a le métro qui est ensuite arrivé. Elle est rentrée dans le wagon du métro. La rame, est restée à l'arrêt pendant 30 secondes. Puis à 18h27, le métro est parti. Entre les 2 stations, entre la porte de Charenton et la porte Dorée, c'est un métro, donc il y a un tunnel. Et le trajet en fait, entre les deux quais, dure 58 secondes. La rame est donc arrivée à 18h28 à la porte Dorée. Et à ce niveau-là, elle a été découverte morte. Ce qui veut dire, comme c'est écrit en fait au niveau du schéma, Laetitia Touro est montée seule en première classe à la porte de Charenton. Elle est toujours seule à la porte Dorée, mais assassinée. Là, on peut se poser la question, comment en fait? À quel moment elle est morte? Est-ce que elle a été tuée lorsque le train était à l'arrêt, du coup pendant les 30 secondes? Ou alors, est-ce qu'elle a été tuée là sous le tunnel entre les 2 quais, quoi? On était entre 18h25 et 18h28, donc a priori il y avait quand même du monde, j'imagine, sur le quai, donc ça m'étonnerait qu'elle ait été tuée durant ces 30 secondes là, sur le quai. Pour moi ce serait plutôt sous le tunnel, ça veut dire que ça a été très rapide déjà, et rappelez-vous, elle était toute seule à l'arrivée. Elle était toute seule au départ et toute seule à l'arrivée. Ou alors un suicide, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Déjà, avant de continuer, qu'en pense le chat? Ça veut dire que le meurtrier l'a tué pendant les 30 secondes. En tout cas, ça s'est joué pendant 1 minute 30. Le meurtre a eu lieu dans cette minute 30. Si ça se trouve, elle a été suicidée. Elle s'est suicidée, tu veux dire? Ça m'étonnerait. Enfin, tu te suicides pas comme ça, en fait, dans un métro. Ça me paraît être un acte super compliqué de se suicider comme ça. À l'époque, il y avait d'ailleurs des premières classes et deuxième classes dans le métro. Ça n'existe plus, ça, dans le métro parisien. Le conducteur du métro est bien psychologiquement. En fait, on était vraiment... le conducteur du métro, il était à l'avant du métro. Hein. Il était à 3 wagons du wagon où elle était, elle. Et il y avait d'autres passagers dans les autres wagons. Comment on est sûr qu'elle était toute seule? Et ben, c'était les témoins de l'époque, parce qu'en fait, il y a 6 personnes qui sont arrivées porte dorée, et elle était seule, en tout cas, quand les 6 personnes sont arrivées. Alors à moins que les 6 personnes se sont mis d'accord et ont menti, ce qui me paraîtrait un peu bizarre, ou alors, je sais pas, les 6 personnes étaient peut-être un gang ou quelque chose comme ça, ils l'ont tué, et puis après ils ont alerté la police, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait quand même. Je vote pour que le meurtrier qui tue et sort juste avant que le train parte. Ça peut être un truc très très rapide, hein. Hop, un petit coup dans le cou, vite fait, et bim, je me casse quoi, avant que le train parte. Mais en tout cas, 0 témoin. Se suicider en s'enfonçant un couteau dans le cou, si fort que ça atteint la moelle épinière, faut le faire. Ouais, pour moi c'est pas possible. On pouvait passer d'un wagon à un autre. Oui, on peut passer d'un wagon à un autre a priori. Pas d'indice sur la vie de la jeune femme, et ben là on va y venir. On va passer à la suite, comme ça on pourra continuer à débattre après. Une fois que le corps a été découvert, la police est donc arrivée sur les lieux et a commencé son enquête. Il y a bien sûr eu l'autopsie qui, en plus de souligner la violence de l'acte, a montré qu'il n'y avait pas eu de lutte ni d'agression sexuelle. Les policiers ont également vérifié les effets de la victime. Elle avait son portefeuille et ses bijoux sur elle. A priori, ce n'était donc ni un vol, ni une agression sexuelle. Alors pourquoi ce meurtre a-t-il été commis? À première vue, il n'y avait aucun motif derrière tout ça. En interrogeant les personnes présentes, personne ne serait descendu du wagon où le crime avait été commis. Comme si le meurtrier s'était complètement envolé. Alors sans piste, sans motif, sans suspect, sans même un seul témoin, la police a décidé de s'intéresser à la vie de Laetitia Tourreau. Et donc parlons un petit peu de la victime. Et c'est là que ça devient intéressant. Jusqu'à la date de son décès, Laetitia Tourreau travaillait dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de cire d'épilation à Saint-Ouen. Elle était considérée comme une travailleuse modèle qui n'hésitait pas à aider les autres dans leurs tâches. On sait aussi que la femme de 29 ans allait régulièrement dans les bals et les guinguettes, comme on disait à l'époque. Elle a d'ailleurs également été employée pour s'occuper du vestiaire de l'As de Cœur, un bal musette de la rue des Vertus. Et ça, c'était à la surface, c'était sa vie publique. Mais quand les enquêteurs ont commencé à gratter un petit peu plus dans la vie de Laetitia et se renseigner davantage, ils ont découvert des choses assez inattendues. Dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, elle était chargée par les dirigeants d'espionner ses collègues, de reporter leurs actions. C'est un peu les yeux de la direction. Elle travaillait également sous un faux nom, dans une agence de détectives. Après vérification, les 6 dossiers sur lesquels elle avait travaillé ne portaient que sur des histoires de tromperie. A priori sans réelle importance dans son meurtre, selon la police. Ça se faisait beaucoup à l'époque, les espionnes au travail. Ouais, là ce serait plus possible de le faire, ça. Elle aurait également infiltré à plusieurs reprises certains milieux italiens. Selon la police, elle n'a jamais été découverte, excluant d'après eux l'idée de tout règlement de compte. Avant sa mort, elle avait 2 amants qui étaient des soldats sur des sites sensibles. Faut comprendre ici des agents de renseignement militaire français. On sait pas grand chose de plus à leur sujet. Pourquoi elle les côtoyait? Est-ce qu'ils lui communiquaient des informations? C'est assez flou. Ce qu'on sait par contre, c'est que Laetitia se rendait régulièrement et discrètement à l'ambassade d'Italie. On sait pas ce qu'elle faisait là-bas. Mais quand j'ai appris tout ça, j'ai imaginé que c'était une espionne en fait, qui rapportait possiblement des informations sensibles à son ambassade. Je ne sais pas. Elle a aussi eu des contacts avec les milieux fascistes italiens présents à Paris. Nous ne savons pas ce qu'elle faisait dans ces cercles, mais selon la police, ça aurait non plus aucun lien avec son meurtre. Et comme si c'était pas suffisant, elle avait également des liens étroits avec un membre de la Cagoule. La Cagoule, c'est une organisation politique militaire clandestine qui a été active avant la Seconde Guerre mondiale, de 1935 à 1939. A priori, cette organisation avait des liens avec Mussolini et Franco, ce qui lui permettait de commanditer des meurtres assez facilement. Malgré tout ce que la police a appris sur la seconde vie de Laetitia, aucun suspect n'a été trouvé. Et c'est là en fait que je trouve un petit peu l'enquête bâclée. La police, elle a quand même trouvé plein de faits étranges, mais à chaque fois, elle les balayait en disant que ça n'avait rien à voir avec son meurtre. C'est une détective privée, elle n'a pas été tuée pour ça.
Elle infiltrait des milieux italiens, ses amants étaient des militaires, elle allait régulièrement à l'ambassade italienne sans qu'on sache pourquoi, bah non, aucun rapport. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de pistes qui ont été mises sous le tapis en fait. Ça se demandait si la police voulait vraiment que l'identité du tueur soit connue. Moi je pense qu'avec sa seconde vie, elle a quand même dû se faire des ennemis, hein. C'est obligé. Toujours est-il que 2 ans plus tard, on est en 1939 et la Seconde Guerre mondiale, elle a commencé et le pays s'est détourné de l'affaire. Et donc, sans progrès ni preuve, l'affaire a été close. On a quand même eu, au fil des années, plusieurs rebondissements. Le premier rebondissement s'est déroulé en 1948. Donc, on était déjà 11 ans plus tard, si je dis pas de bêtises. Un homme interné dans un hôpital psychiatrique écrit une lettre à la police s'accusant du meurtre, mais il sera ensuite démontré que cet homme n'avait rien à voir avec l'affaire. Rebondissement très minime, mais j'en ai un plus intéressant en 1962, soit 25 ans après le meurtre. Une nouvelle lettre est adressée à la police judiciaire de la part d'un médecin anonyme. À l'intérieur, l'homme explique qu'il a commis ce crime sous la colère d'avoir été rejeté trop souvent par Laetitia Tourreau. Ainsi, ce ne serait pas un crime lié à la vie secrète de Laetitia Tourreau, comme on aimerait le penser, mais plutôt un crime passionnel. Dans sa lettre, l'homme avoue également que le fait qu'il n'ait jamais été pris pour ce meurtre, que c'était juste un coup de chance finalement. Par contre, même si la police a trouvé cette lettre très crédible, l'affaire n'a jamais été réouverte, parce qu'on est 25 ans plus tard, et 25 ans plus tard, il y a prescription. Et donc, aucune enquête ne sera menée pour découvrir l'identité de l'auteur de cette lettre. Le meurtrier ne sera jamais découvert, et l'affaire restera non résolue. Alors, je vais vous lire cette lettre, pour que vous fassiez votre propre avis. Par contre, je vous préviens, il y a des tournures un petit peu anciennes dedans, je vais vous la lire telle quelle. On était en 1960 et quelques. Monsieur le commissaire, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant, comme l'œuvre d'un fou, et peut-être cela vaudrait-il mieux. Sans doute, vous vous souvenez de l'assassinat de Laetitia Tourreau qui a eu lieu porte de Charenton, dans le métro le 16 mai 1937. Je suis l'assassin de Laetitia Tourreau. Cette lettre va sans doute vous étonner. Pourquoi l'assassin d'un crime réputé parfait veut-il ainsi raconter son forfait, plus de 25 ans après? Je ne saurais le dire exactement. Sans doute ai-je besoin de me libérer, ayant gardé le secret pendant de si longues années que je n'en éprouve plus de remords. Peut-être aussi une sorte d'orgueil me pousse-t-il à apporter les éléments nécessaires à la résolution de cette affaire. Je n'ai nullement l'intention de vous révéler mon nom et souhaite rester dans l'anonymat le plus complet, par égard pour ma famille. Je suis originaire de Perpignan, où je naquis en 1915. À la fin de mes études secondaires, je manifestais le désir de devenir médecin. Et pour cela, je montais à Paris en 1935. Mon père était aisé. Et avec une voiture, m'alloua une substantielle pension. J'arrivais tout droit de ma province, assez timide et niais. Aussi, je vous laisse à penser ma joie et ma soudaine liberté. Entraîné par quelques camarades plus à la page que moi, je connus bientôt tous les dancings et cabarets de Paris et de ses environs. J'étais, sans fausse modestie, un assez beau garçon, mais affligé d'un horrible accent qui déclenchait des crises d'hilarité chez mes conquêtes d'un jour. Aussi, je me faisais passer, plus généralement, comme étant d'origine sud-américaine, et mon accent devint alors, pour ces aimables femmes, mon plus précieux atout. C'est dans un dancing que je fis la connaissance de Laetitia, en novembre 1936. Elle était très jolie et possédait le charme rare, pour un jeune homme, d'être une femme ayant déjà vécu. Je tombai immédiatement amoureux et lui fis une cour respectueuse. Elle ne m'accordait aucune faveur et ne permettait pas de la raccompagner à son domicile. Nous nous rencontrions que dans des cafés du quartier latin ou dans ma voiture. Elle ne m'accordait à mon goût que de trop rares rendez-vous. En fait, elle me traitait en gamin et je pense, avec le recul du temps, qu'elle reportait ainsi sur moi son amour maternel vacant. Elle me conseillait, me gourmandait, mais à mesure que le temps s'écoulait, je devins de plus en plus pressant. Elle traitait mon amour avec une douce ironie, ce qui me blessait, et je commençais à m'impatienter, à faire des scènes ridicules. Bientôt, elle écourta nos rendez-vous sous des prétextes plus ou moins risibles. Prenant mon courage à deux mains, je lui demandai de devenir ma femme. Elle me rit gentiment au nez. Blessé dans mon orgueil et mon amour, j'allais jusqu'à la menacer, et elle m'y conduisit assez vertement. Je décidai alors de l'oublier. Nous étions au mois de mars, et me plongeai dans le travail en vue de mes examens. Elle ne donna alors plus aucun signe de vie, mais je ne pus l'oublier. Ainsi, après plus d'un mois de silence, le 2 mai, j'allai au dancing L'Ermitage, où je savais la retrouver.
Nous sortîmes et je lui proposai de prendre ma voiture. Elle accepta. Je lui demandai alors humblement de me laisser la revoir. Après quelques hésitations, elle accepta et nous prîmes rendez-vous pour le 16 mai. Nous devrons nous retrouver à l'Ermitage pour dîner ensemble le soir. Mais le 16 mai au matin, elle vint me retrouver dans un café du quartier latin pour se décommander du dîner. Elle devait assister à un dîner des Valdotins. Alors, je ne sais pas ce que c'est les Valdotins. Furieux de cette déconvenue, je l'accusai de retrouver un autre homme. Furieuse à son tour, elle me répondit qu'en effet, elle avait un rendez-vous avec un autre homme, et comme je la défiais de me le prouver, elle sortit un télégramme signé d'un certain Jean, lui fixant rendez-vous pour le soir même. Sans attendre ma réaction, elle me déclara qu'elle ne me reverrait plus, et sortit sans plus attendre. J'étais fou de rage, et m'estimais trompé. Je rentrai dans ma chambre en proie à la plus meurtrière colère. J'y passai plusieurs heures. Au fur et à mesure que les heures passaient, je me calmais, mais je fus alors possédé d'une rage froide, bien plus inquiétante. Après avoir longuement hésité, je décidai d'aller la rejoindre à l'Ermitage, où je pensais qu'elle s'était rendue malgré tout. Mais avant de partir, j'ai mis dans ma poche un couteau que j'avais acheté en compagnie de camarades. Un jour que nous voulions épater les filles, je pris ma voiture et me rendis au dancing. Mais lorsque je fus devant l'établissement, ma timidité, ou mon orgueil, reprit le dessus et j'attendis Laetitia devant la porte. Elle sortit vers 18h. Alors que j'hésitais sur ce que j'allais faire, elle alla prendre l'autobus et je la suivis en voiture. J'en descendis rapidement à Porte de Charenton, de sorte que j'entrai dans le métro juste derrière elle, sans qu'elle devinât ma présence. Elle s'installa en première. Je montais juste derrière elle, et, ne sachant plus ce que je faisais, je l'appelais, alors qu'elle venait de s'asseoir. Étonnée, elle se retourna. Je sortis mon couteau et lui plongea dans la gorge. Elle n'eut pas le temps de pousser un cri. Je recalai le corps, qui avait basculé, et descendis rapidement pour remonter en 2e classe, dans la voiture suivante. La rame partit aussitôt. Donc ça veut dire qu'il a fait ça pendant les 30 secondes d'arrêt. Il a fait ça pendant les 30 secondes où la rame était sur le quai. Il aurait réussi à faire ça sans que personne le voie alors qu'il y avait possiblement des gens sur le quai. Je ne sais pas comment les gens ne remarquèrent pas mon trouble. J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait. À Porte Dorée, un remue-ménage m'apprit que le corps était découvert. Comme tous les voyageurs, on me fit descendre de la rame. À cet instant, j'envisageais d'aller me renseigner pour savoir si Laetitia était morte, mais j'étais incapable du moindre geste. J'avais peur d'apprendre que je l'avais tuée. Je vis passer la civière et faillis me trouver mal. On nous garda environ une demi-heure, qui me parut un siècle. Je crois que si un des policiers m'avait demandé quoi que ce soit, je me serais effondré. Mais bientôt, on nous laissa aller. Je rentrai à mon hôtel, je ne sais trop comment. Ce n'est que le lendemain, après une nuit horrible, que j'appris la mort de Laetitia. Lors de l'enquête, rapportée dans les journaux, j'appris aussi que Laetitia s'était décommandée auprès de Jean et que ma jalousie n'était pas fondée. Je vous laisse à penser mon état d'esprit. Quelques jours plus tard, j'allais rechercher ma voiture, qui était restée porte Charenton. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me calmais. La police ignorait totalement mon existence. Je suivais passionnément l'enquête par les journaux et appris aussi que j'avais commis un crime parfait, non imputable à mon intelligence, mais un extraordinaire concours de circonstances. Maintenant, bien des années ont passé. Je suis médecin, marié et même grand-père. Mais ce secret a pesé lourdement, n'étant pas croyant pour le confier à un prêtre. Je n'ai plus de remords, et il me semble vous raconter l'histoire d'un autre. Aussi, mon récit vous paraîtra-t-il froid et sec. Vous, monsieur le commissaire, assis derrière votre bureau. Vous allez sans doute me juger sévèrement, mais en vérité, je ne pense pas être un criminel type, et j'aurais sans doute bénéficié de circonstances atténuantes. En espérant qu'ainsi sera classée l'affaire de Laetitia Thourot. Je vous adresse, monsieur le commissaire, mes salutations distinguées. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais imaginez, je sais pas, mettez-vous à la place du commissaire de police. Vous êtes commissaire de police et vous recevez cette lettre d'aveu. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je sais pas. En tout cas, même si cette lettre est peut-être fausse, et puis il y a prescription, je tente quand même de suivre la piste, au moins pour connaître l'identité du tueur. Je m'arrange pour obtenir une liste des médecins originaires de Perpignan, nés en 1915, j'imagine qu'il n'y en a pas des centaines, au moins pour aller au bout des choses. Mais là, en l'occurrence, rien n'a été fait. Prescription. J'ai quand même fait quelques recherches. Et j'ai trouvé 2 médecins qui sont nés en 1915 à Perpignan. Le seul problème, c'est qu'ils ont a priori pas fait leurs études à Paris. Mais je pense qu'avec les moyens qu'avait la police, on aurait sûrement pu trouver quelqu'un. Donc voilà, c'était l'affaire du meurtre parfait, du crime parfait de Laetitia Thourot. Je trouve ce cas à la fois très intéressant et très frustrant.
Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce crime aurait été résolu très 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 rapidement. On a des caméras de surveillance partout, nos téléphones sont littéralement des balises GPS, la police peut procéder à des tests ADN. Donc voilà, je trouvais cette affaire plutôt sympa, dans le cadre d'un meurtre parfait. On a une possible issue, mais on n'en sait rien au final, et on le saura jamais. On le saura jamais.